Et voilà, donc portrait de femme comme chaque mardi. Bonjour Jacqueline Engrave. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, quelle est la femme que vous avez choisi de mettre à l'honneur ? Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une femme qui a agi pour les femmes dans le domaine du sport, pour changer de l'art dont nous parlions la semaine dernière. Donc nous allons parler d'Alice Millat. Millat, M-I-2-L-I-A-T. Donc peu connue, mais qui a agi pour les femmes dans le domaine du sport pendant longtemps. Elle est née à la fin du 19e siècle à Nantes, et c'est une sportive. Elle est nageuse, hockeyeuse et rameuse émérite, et elle a consacré près de 25 ans de sa vie à la reconnaissance du sport féminin sur la scène internationale, et notamment dans l'olympisme moderne. Pour ça, elle a créé en 1921 ce qu'on appelle la Fédération sportive féminine internationale, FSFI, après avoir essuyé en 1919 un refus du Comité international olympique, du CIO, à sa demande d'inclure des épreuves féminines dans les JO. Donc, la Fédération sportive féminine internationale participe à l'organisation de Jeux mondiaux féminins pour compenser cette absence, donc en alternance avec les JO qui sont exclusivement masculins, donc à Paris en 1922 pour la première fois. C'est un succès populaire et Alice Millat est ainsi à l'origine des premiers JO féminins, dont la deuxième édition se déroule en Suède en 1926, puis à Prague en 1930 et à Londres en 1934. Alors, devant ce succès, une autre association, l'Association internationale des fédérations d'athlétisme, décide de collaborer avec la Fédération sportive féminine internationale. Et à partir de 1928, à Amsterdam, l'athlétisme devient une discipline des JO. Alice Millat est la première femme juge et la seule au milieu d'un aréopage de juges masculins lors des épreuves des hommes. Donc les championnats féminins perdurent jusqu'en 1936, date à laquelle l'Association internationale des fédérations d'athlétisme absorbe la Fédération sportive féminine internationale et où le CIO multiplie les épreuves féminines et leur reconnaissance par les fédérations sportives. C'est donc une avancée, une réussite en fait. Mais Alice Millat, malade, amère et décriée, usée par son combat, se retire de la scène sportive en 1935, juste avant la disparition de sa création. Elle meurt 22 ans après, en 1957, à 73 ans, oubliée de tous. Sa tombe à Nantes, cimetière Saint-Paul, est abandonnée et ne porte même pas son nom. Alors voilà pour son combat. Maintenant, on peut parler d'une forme de reconnaissance très progressive et tardive de son action. D'abord, en 1982, André Drevon, qui depuis est décédé en 2016, c'est un écrivain, lui a consacré une biographie et un documentaire intitulé « Alice Millat, la conquête du sport féminin ». Ce documentaire, notre comité Femmes Solidaires de Digne l'a projeté en sa présence, en la présence du réalisateur, à Digne le 8 mars 2012, Journée internationale pour les droits des femmes, et ce grâce à l'implication du service des sports de la mairie, laquelle a donné ensuite le nom d'Alice Millat à une halle sportive de la ville de Digne-les-Bains. Ça s'est passé en 2012. En 2016 est créée la Fondation Alice Millat, reconnue d'utilité publique, dont le but est de promouvoir, bien sûr, le sport féminin. Gros travail en perspective par les temps qui courent. Et enfin, tout récemment, le 8 mars 2021, il y a 2 mois seulement, le Comité national olympique sportif français a dévoilé une statue à l'effigie d'Alice Millat à la Maison du Sport à Paris. Alors, cette statue est très grande, elle mesure 2,85 m et elle est installée à côté de celle du créateur des JO modernes, que tout le monde connaît, bien sûr, contrairement à Alice Millat, c'est Pierre de Coubertin. Donc, c'est un symbole fort et une sorte de revanche posthume pour cette femme courageuse, méconnue, oubliée depuis si longtemps.
Mais cette statue est si peu figurative quand on la regarde que l'on se demande si ce n'est pas fait exprès pour ne pas faire de l'ombre à celle de Pierre de Coubertin. Alors, Pierre de Coubertin, comme on l'on dit vulgairement, doit se retourner dans sa tombe à ce voisinage. Parce que, rappelons-nous les paroles volontairement humiliantes que ce grand homme misogyne a prononcées au JO de Stockholm en 1912. Je cite, « Une Olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte. Le véritable héros olympique est, à mes yeux, l'adulte mâle individuel. Les JO doivent être réservés aux hommes. Le rôle des femmes devrait être avant tout de couronner les vainqueurs. » Ah, quelle horreur. Alors voilà ce que ce monsieur a dit. Et couronner les vainqueurs, eh bien, en effet, c'est le rôle attribué encore aujourd'hui, sans qu'on s'en rende compte, aux femmes à l'arrivée de chaque étape du Tour de France masculin. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Voilà. Donc, on va dire, en conclusion de cette première partie, que tout comme Rosa Bonheur dans son art, Alice Millat est une pionnière dans son domaine. Elle s'est acharnée avec courage à faire reconnaître le sport féminin dans un monde masculin très hostile. Pour cela, nous sommes heureuses de la présenter et elle a toute sa place dans notre patrimoine. Voilà. Alors, vous vouliez nous parler d'autres femmes, bien sûr, sportives, qui ont aussi bien du mal à faire parler d'elles. C'est le cas pour le cyclisme, par exemple. Oui, voilà. Alors, on va faire le lien avec ce qui se passe dans le sport féminin aujourd'hui, même si des progrès ont été faits, bien sûr. On n'en est plus à 1919 ou 1920. Alors, ce que nous venons de décrire, en fait, en grande ligne, démontre que la conquête du sport est un combat féministe, en fait. C'est pourquoi Femmes Solidaires s'y intéresse depuis de nombreuses années. La pratique sportive pour les filles et les femmes relève du droit des femmes à disposer de leur corps, à notre sens. De même que pour les garçons, c'est pour les filles aussi, et peut-être plus, le début d'une ouverture sur le monde, le signe et le moyen d'une émancipation. Et les inégalités et injustices entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes dans le sport sont criantes, très prononcées, notamment en termes de visibilité dans les médias, de salaire pour le sport professionnel, de financement, d'équipement, etc. Mais quand même, pour rester optimiste malgré tout, on va dire que si les choses avancent pour le sport de haut niveau, grâce à quelques personnalités médiatisées, ce n'est pas le cas pour le sport amateur. Dans tous les territoires français, il y a des problèmes de mise à disposition aux filles des équipements, des moyens financiers. Il y a des clubs sans section féminine. Les noms des équipements sportifs sont à 90% masculins, etc. Alors, je voudrais citer effectivement deux exemples d'actions spectaculaires dans deux domaines différents et puis aussi une source d'inquiétude pour l'avenir proche. Donc, en ce qui concerne le cyclisme, chaque année, depuis 2014, il y a 13 jeunes femmes cyclistes amateurs mais performantes qui font le Tour de France, c'est-à-dire les 21 étapes et les 3500 kilomètres, donc y compris les très difficiles étapes de montagne, pour démontrer que les femmes aussi en sont capables. Elles arrivent dans les villes-étapes un jour avant les coureurs, et le 30 juillet de l'année dernière, 2020, nous avons organisé leur accueil à Sisteron, qui était une ville-étape, une ville-arrivée et une ville-départ, grâce à l'implication forte de la mairie, notamment du maire, et du comité départemental olympique et sportif des Alpes de Haute-Provence. Donc, elles agissent sous forme associative et leur association s'appelle Donnons des ailes au vélo, E2LES et pas AILES. Et ces jeunes femmes nous disent que le cyclisme est un sport très conservateur. C'est un bastion masculin au sein du bastion masculin sportif en général. Les organisateurs du Tour de France masculin sont réticents à leur égard.
Malgré cela, elle persévère et elle prévoit de faire le Tour de France pour la 7e année consécutive, cette année, en 2021. Ensuite, je voulais parler d'un événement marquant qui a fait faire un bond en avant du sport collectif féminin. C'est la Coupe de France, la Coupe du Monde, pas la Coupe de France, la Coupe du Monde féminine de football en 2019 qui a eu lieu en France et qui fut un vrai succès populaire. Nous avons personnellement assisté au match France-Norvège à Nice le 11 juin 2019 et c'était un succès puisque les Françaises ont gagné et c'était assez exaltant même pour des personnes qui ne sont pas sportives comme moi. Mais ce succès fut éphémère. Depuis 2020, tout a changé à nouveau. Durement touché par la crise sanitaire, le sport féminin a été arrêté net dans son développement et sa pratique. 2019 est loin, c'est comme il y a un siècle en réalité. Alors, autre source d'inquiétude pour l'avenir proche, ce sont les JO de 2024 qui, comme tout le monde le sait, seront accueillis en France et qui sont en préparation. Et là, il y a aussi des risques réels de régression de la situation des femmes athlètes. Leurs tenues vestimentaires sont réglementées par les hommes. Pour ces JO, il y a des pays qui prônent ouvertement, pour les femmes uniquement, le port de foulards et de vêtements couvrant le corps, qui prônent la non-mixité, la limitation de l'accès à certaines disciplines. Ceci est en totale contradiction de la charte olympique condamnant toutes sortes de discrimination de race, de couleur et de sexe. Et là, il s'agit d'une discrimination de sexe. Et en contradiction aussi avec le règlement du Comité international olympique qui rappelle, je cite, qu'aucune sorte de démonstration ou de propagande politique, religieuse ou raciale n'est autorisée dans un lieu, un site ou autre emplacement olympique. Bref, il faut respecter la neutralité du sport. Les organisateurs et les organisatrices des JO ont le devoir de veiller à l'application stricte de cette règle. Et donc, nous sommes quand même inquiètes parce que, voilà, tout se passe aujourd'hui comme si, notamment à cause ou sous prétexte de pandémie, tout ou presque tout était à refaire pour les femmes et les filles dans le domaine du sport, comme dans tant d'autres. Voilà. Plus de 80 ans après, le combat d'Alice Milla continue avec les nouvelles générations. Jacqueline Engrave, merci. On rappelle donc que cette émission sera en ligne sur notre site Fréquence Mistral, onglet de digne dans émissions. Portrait de femme à la semaine prochaine, Jacqueline? Oui, à la semaine prochaine, on fera un petit saut en arrière et on entrera dans le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. Merci, voilà. Au revoir. Au revoir.